Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Chaque vendredi, vous pourrez vous enrichir avec l'expérience d'éducateurs au sens large qui cherchent à contribuer à ce plein épanouissement. Des professeurs des écoles, des éducateurs Montessori, des chercheurs, des formateurs et même des rééducateurs. J'ai à cœur que l'école évolue pour que chaque enfant puisse développer son plein potentiel. J'essaie de faire ma part avec mes ateliers Montessori, mes formations en ligne et en présentiel, le podcast bien sûr, et mes 2 cartons dans l'éducation nationale. Pour résumer, au quotidien, j'aide les enfants à développer leur plein potentiel et j'accompagne des professeurs des écoles pour leur faire découvrir l'éducation Montessori, qui est en parfaite cohérence, adéquation avec les recherches en neurosciences. Vous trouverez plus d'informations sur mon blog, montessori-apprendreautrement.com et plein d'autres ressources. Si vous voulez recevoir gratuitement les clés les plus efficaces pour développer le plein potentiel des enfants à l'école et à la maison, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode. Pour passer à la vitesse supérieure, vous pouvez vous inscrire à ma formation en ligne ou en présentiel. Vous aurez toutes les informations sur le blog. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. Jérôme Hubert est professeur de mathématiques au collège et depuis plusieurs années, il cherche à faire le pont entre la recherche et sa classe. Il va nous expliquer toutes les initiatives qu'il met en place dans sa classe de 6e. Avez-vous déjà entendu parler de Quizlet, d'indices récupérateurs ? Pour chaque heure de cours, il a un rituel avec 5 étapes. Mise au calme des esprits, feuille de consolidation, visualiseur, essentiel et disposition en mode cerveau. Donc le contenu change à chaque séance, mais le rituel reste. Il nous explique tout ça en détail dans l'épisode. Et comme dit Jérôme, c'est en se testant qu'on apprend. Ce que je trouve formidable, c'est que le travail de mémorisation est fait en partie en classe, en accompagnant les élèves avec des stratégies de mémorisation efficaces. Vous allez vous régaler en écoutant cet épisode. Je laisse place à ma conversation avec Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Céline. Bienvenue sur le podcast. On est là aujourd'hui pour parler des sciences cognitives. Est-ce que vous voulez bien commencer par vous présenter ? Oui, alors je m'appelle Jérôme Hubert, je suis enseignant de mathématiques dans un collège rural en Picardie, dans un collège qui est en éducation prioritaire. C'est important parce que je suis aussi là-bas coordonnateur REP, donc coordonnateur de mon réseau. Je suis aussi au niveau académique chargé de mission pour le CARDI. Donc le CARDI, c'est la cellule académique de recherche en développement, innovation et expérimentation, spécialisée plus pour les sciences cognitives. On a un gros projet à l'échelle académique au niveau des sciences cognitives. Et puis, je travaille aussi au niveau national dans l'association de Jean-Luc Berthier, l'association des Coniclasses, la FSC, Apprendre et former avec les sciences cognitives. J'ai passé aussi, il y a 2 ans, un diplôme universitaire en neuroéducation au laboratoire Lapsidé, dirigé par Grégoire Borst. Donc la neuroéducation, c'est un peu le mélange entre, on va dire, les neurosciences, les sciences cognitives, la psychologie et puis l'éducation. C'est comment appliquer vraiment ce que les sciences cognitives nous disent, mais appliquer à la classe. D'accord. Parce que j'ai l'impression que la recherche, elle tente d'élucider comment chaque apprentissage modifie le cerveau. Et la question qui nous intéresse, nous, en tant qu'enseignants, c'est la question inverse, en fait. Comment, à partir des connaissances sur le cerveau, on peut transformer l'apprentissage et voire même le système éducatif, ça serait avec des pratiques plus efficaces. Est-ce que c'est cette question-là qui vous intéresse aussi ? Oui. On sait que tout apprentissage entraîne des modifications dans le cerveau, mais ce qui est intéressant, c'est le contraire. C'est à partir des connaissances sur le cerveau, c'est comment nous transformer nos apprentissages pour faire en sorte d'avoir avec les élèves un travail le plus efficace possible. Et puis aussi dans les sciences cognitives, c'est aussi mieux comprendre les blocages des élèves pour identifier les leviers qui vont permettre de les dénouer. Et puis vraiment les sciences cognitives, pour moi, on est dans une époque où on a, un vrai constat où on est dans un système scolaire qui est du 19e siècle, je trouve, avec une pédagogie du 20e siècle et dans un monde technologique du 21e siècle. Comment concilier tout ça ? Comment réussir à faire en sorte qu'on puisse associer le numérique aussi avec les élèves ? Et ça, les sciences cognitives nous apportent aussi un éclairage avec l'intelligence artificielle. Je pense que c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus dans nos classes. Alors c'est encore un peu tôt, mais d'ici 5 ans, 10 ans, j'imagine très bien des applications vraiment au niveau de l'intelligence artificielle qui permettraient d'optimiser au mieux le travail de l'élève.
Et vous êtes, il me semble, aussi référent numérique de votre collège, non? Oui, j'ai d'autres missions aussi. Je travaille, oui, avec le numérique. J'essaie de former les enseignants au numérique, leur apporter mon aide aux collègues, puis aussi aux élèves, et puis aux parents aussi. Et est-ce que vous arrivez à dormir avec toutes ces activités? Oui, je dors. En fait, je fais une chose à la fois. J'ai des listes, et puis je barre quand c'est fait. Parce que je suis aussi formateur premier secours aussi, donc je forme aussi les élèves et puis aussi mes collègues aux formations premier secours. Mais cette année, voilà, je me suis rendu compte vraiment que j'étais un peu trop éparpillé et je sais que pour l'année prochaine, je vais me recentrer davantage sur les sciences cognitives. Mais tout ça, c'est un travail où, par exemple, pour les formations premier secours, j'ai formé mes collègues à devenir formateurs. Et donc, ça va me permettre de décharger un petit peu. La même chose en tant que référent numérique aussi. Maintenant, bon, on est quand même là sur une année spéciale avec la Covid. Mes collègues ont monté en charge au niveau des compétences au niveau de l'informatique. Après, c'est vrai qu'il y a toujours à apprendre, hein. Par exemple, on a eu l'arrivée là, de nouvelles tablettes. Bon, il faut encore former les collègues sur les outils, sur les tablettes, quelque chose qu'on n'avait pas avant. Donc, c'est vrai que dans l'informatique, il y a toujours à faire. Mais j'ai des collègues qui vont prendre la main aussi là-dessus. Et vraiment, je veux me recentrer. C'est ce qu'on dit vraiment dans les sciences cognitives, faire moins mais mieux. Et voilà, me spécialiser davantage là-dessus parce qu'il y a énormément à faire. Et j'imagine que c'est après avoir fait ce DU en neuroéducation que vous avez transformé vos pratiques en classe, ou même avant peut-être? Alors, oui, largement avant. En fait, j'ai connu les sciences cognitives grâce à un prix qu'on a eu par l'intermédiaire d'un projet lié au robot. En fait, en tant que coordonnateur REP, parmi mes missions, je dois mettre en place des projets importants à l'échelle du secteur, donc créer des liens avec les partenaires, les écoles, le collège, les associations, les mairies, et puis mettre en place des projets, vraiment avoir une pensée de la maternelle à la troisième, en fait. Et donc, lorsqu'on a eu les changements de programme qui sont arrivés et on a dû introduire la programmation, et ça même aussi un petit peu en maternelle, eh bien, c'est là où j'ai eu cette idée d'inventer un gros projet robotique où on a réfléchi comment, à partir de l'âge de 3 ans, commencer la programmation jusqu'en troisième, où là, effectivement, en troisième, on fabrique un robot et on le programme. Donc j'ai créé un parcours comme ça, de 3 ans, on va dire jusqu'à 15-16 ans, avec des livrets, des activités. J'ai formé les enseignants, j'ai travaillé avec Canopé. Et puis ce projet-là, il a été primé 2 fois au niveau national. Et donc lors d'une remise de prix, c'est là que j'ai découvert Jean-Luc Berthier, qui faisait une interview de Steve Mason, hein, qui est chercheur en sciences cognitives au Canada. Et donc là, j'ai trouvé vraiment un domaine complètement nouveau, passionnant, un autre angle de vue. Et puis, je me suis intéressé un petit peu à me documenter. Et puis, j'ai testé des pistes. En fait, souvent, je fais comme ça. Je teste dans ma classe des choses. Ensuite, je disais à mes collègues, venez voir un petit peu ce que je fais. Et puis, le projet grossit. Donc, le projet robotique, c'était un peu cette idée-là. Montrer que, effectivement, même à 3-4 ans, on peut programmer des robots. Et puis, dans les sciences cognitives, donc voilà, j'ai démarré par des petites pistes. J'ai dit à mes collègues de venir, et puis ça a grossi. Et puis, après, voilà, j'ai commencé à créer ce qu'on appelle une cogniclass. Alors, on en parlera certainement. Donc, j'ai une cogniclass depuis 2016-2017. Et je tente des pistes. Alors, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Et puis, j'invite mes collègues à expérimenter, à oser. C'est ça aussi, en tant que coordonnateur, c'était leur donner les moyens, leur donner des idées, des outils, trouver des solutions pour eux, pour essayer d'améliorer le quotidien en tant qu'enseignant, mais aussi en tant qu'élève, et aussi en tant que parent. Hein, quand on est coordonnateur, il faut aussi qu'on travaille avec les parents. Voilà, un petit peu. Ah oui, donc le DU en neuroéducation est venu bien après, en fait. Oui, c'était vraiment la suite. En fait, je voulais avoir quelque chose qui prouvait mon expertise, en fait. Et ce diplôme-là, alors j'invite toutes les personnes à le passer parce que c'est vraiment un diplôme qui est vraiment très bien fait et pensé pour les enseignants. C'est-à-dire que moi j'avais encore mes cours, mes classes, mes élèves, le cardi, et donc ce qu'ils font, c'est qu'il y a des journées en présentiel pendant les vacances, parfois le samedi, et puis on a des visios tous les mercredis
pendant 2 heures avec des spécialistes. Et puis des petits modules aussi qu'on peut faire quand on veut. Donc ça permet vraiment de concilier notre travail en tant qu'enseignant et puis continuer à apprendre. J'ai l'intention de m'inscrire pour cette année et je sais que le nombre de places est limité. Mais voilà, ça a vraiment l'air d'être une opportunité exceptionnelle pour continuer d'apprendre et voilà, continuer de s'enrichir. Donc, ouais. Et donc, vous avez commencé à tester des choses en classe, donc bien avant ce DU. Quand vous parlez de Coniclass, je ne suis pas sûre que les auditeurs connaissent ce terme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une Coniclass ? Alors, une Coniclass, c'est une classe dans laquelle un enseignant, ou au mieux une équipe d'enseignants, va mettre en place des techniques inspirées par les sciences cognitives. On ne sait pas exactement combien il y a de Coniclass actuellement en France. On se doute qu'il y en a plusieurs milliers. C'est un nombre de Coniclass qui ne fait que grandir. En tout cas, Jean-Luc Berthier, qui est président de l'association, reçoit des tonnes et des tonnes de mails là-dessus. Donc moi, j'en ai une depuis 2016-2017. Donc au départ, quand on a une Coniclass, voilà, on va tenter des pistes qui sont fournies sur le site science-cognitive.fr. Donc on peut aller voir un petit peu, on a des pistes pédagogiques. Et puis on tente, on regarde les effets, on regarde si effectivement ça fonctionne auprès des élèves. Donc voilà, donc au départ j'ai tenté quelques pistes comme ça. Et puis après je me suis rendu compte que effectivement c'est pas tout de tenter des pistes qui est important, c'est vraiment de comprendre pourquoi on fait ces pistes-là. Donc je me suis intéressé davantage à la théorie. Et une fois qu'on a compris la théorie, on se dit mais c'est pour ça qu'il y a ces pistes-là. Et du coup, je peux modifier les pistes qu'on m'a apportées et puis donc en faire des autres. Et c'est là où c'est important. Ce que je trouve génial dans les sciences cognitives, c'est vraiment l'alliance, la théorie et la pratique. Et l'une de mes fonctions là maintenant, c'est vraiment de voir. C'est ça l'énorme avantage d'Internet, c'est qu'on peut aller voir des podcasts, des visios, voilà, se documenter vraiment, et puis se dire oui, tiens, ce chercheur il dit ça, comment est-ce que je peux transformer ce qu'il est en train de dire dans ma classe? C'est vraiment ça, être à l'interface entre le monde de la recherche et puis l'éducation. Alors c'est ce que j'explique moi dans les formations auprès de mes collègues. Voilà, j'essaie d'avoir un pied avec la recherche, essayer de comprendre ce qu'ils disent, un pied avec la communauté éducative, avancer ensemble, transformer ce que les chercheurs disent, et parfois c'est pas évident de comprendre ce qu'ils disent, parce qu'ils ont des termes à eux, des termes techniques, et puis j'ai pas forcément un temps, j'ai 24 heures dans une journée, et puis inversement, c'est intéressant, c'est vraiment donc aussi l'inverse, c'est-à-dire que nous en tant qu'enseignants, leur poser des questions aussi aux chercheurs, et ça c'est un énorme avantage aussi Internet, c'est voilà, j'ai une question, je tente, je pose une question à un chercheur. Est-ce qu'il pourra me répondre? Qu'est-ce qu'il en pense? Donc c'est vraiment le passage du labo à l'école, mais aussi de l'école au labo. D'accord. Et j'aimerais vous demander quelle stratégie concrète vous avez mise en œuvre pour améliorer la mémorisation. Donc il me semble que c'était avec des sixièmes. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette partie-là? Parce que je crois que vous avez reçu un prix chercheur en actes en 2020. Et donc c'est lié avec la mémorisation en cours, si j'ai bien compris. Oui, alors c'est un peu plus que la mémorisation. D'accord. En fait, dans la Coniclass. Mais c'est vrai que parmi les thèmes des sciences cognitives, la mémorisation, elle revient très souvent. Et je vais même dire, parmi tous les dossiers que je vois passer des Coniclass, c'est le thème phare, en fait. On débute par ça. On débute par ça peut-être parce que c'est ce qui est le plus facile à mettre en place en classe et des pistes qui permettent de voir les effets tout de suite. Donc moi, ce que j'ai fait au niveau de la mémorisation, j'ai créé ce qu'on appelle des bandelettes de mémorisation. Donc, comment ça fonctionne? On prend le cahier d'un élève et puis on sait, la recherche dit qu'on apprend mieux en se posant des questions. Plutôt que de surligner, par exemple, ça c'est une erreur. Et c'est vrai qu'on y pense, il vaut mieux se tester à partir de questions plutôt que de réviser des réponses en fait. Et donc, mon idée c'était, on reprend le cahier d'un élève et puis comment cibler vraiment ce qui est important pour l'élève et puis lui faire écrire des questions. Donc par exemple, dans les sciences cognitives, dans les pistes qui sont données par Jean-Luc Berthier, il y avait
ce qu'on appelle la fiche de mémorisation active. 2 colonnes, une colonne question, une colonne réponse. Donc on met la question à gauche et on met la réponse à droite. Donc tout au début des chroniquages, j'ai essayé cette piste-là. C'est intéressant, c'est bien. Alors j'ai vu tout de suite les effets. Le problème, c'est que du coup, les élèves, en fait, finalement, révisaient ça. Ils se disent, ah bah c'est ça qu'il faut réviser. Et ils mettaient un petit peu de côté le cahier. Alors, j'ai eu l'idée d'inventer, plutôt que cette fiche de mémorisation active, c'est l'utilisation des bandelettes. Donc on reprend le cahier de l'élève et puis on regarde ensemble. Est-ce que ce qu'on vient de dire là, c'est important ou pas? Oui, si c'est important, bon, on va coller par-dessus le cours une feuille jaune. Donc on colle sur le côté de la bandelette. Et puis au-dessus, on va écrire une question ensemble. Donc l'élève a son cahier, il regarde son cahier. Du coup, il a plein de bandelettes comme ça jaunes. Il voit des questions, il se lit la question, et puis il peut vérifier la réponse qui est derrière. On est aussi dans ce qu'on appelle les 4 piliers de Stanislas Dehaene. Donc, le premier pilier, l'attention. On regarde le cahier, on est attentif parce qu'on voit ces bandelettes jaunes-là. Donc, on sait que c'est ici qu'il faut être attentif. 2, l'engagement actif. On a une question qui nous arrive. Donc, on va s'imaginer une réponse. 3, le feedback immédiat, le retour sur l'erreur. Voilà, il s'est imaginé la réponse à la question, mais c'est pas forcément c'est pas forcément la bonne réponse. Donc, quand il se pose la question, il regarde, il va déplier la bandelette, il va regarder la réponse qui est en dessous. Il va comparer avec ce qu'il a eu en mémoire ou ce qu'il a dit à l'oral. Et puis, le 4e pilier de Stanislas Dehaene, c'est la répétition. La consolidation, alors plus exactement la consolidation mnésique. Donc, on va faire ça, on va répéter ça plusieurs fois. Donc, moi, par exemple, j'ai la chance d'avoir en maths en 6e l'accompagnement personnalisé. Donc, j'ai des demi-classes. Et durant ce temps-là, donc j'ai la moitié de ma classe, on redéfile le cours. Et puis, on réfléchit ensemble. Est-ce que ça, c'est important ou pas d'après vous? On pose les questions, et ensuite, il y a un temps entre eux où ils se posent des questions, en fait. Et puis, ce que j'avais pas vu au départ, c'est après, lorsqu'on a eu les réunions parents-prof, il y a des parents qui m'ont dit, mais en fait, on sait quoi réviser. Ils reprennent le cahier, et puis devant leur enfant, en fait, finalement, ils posent les questions qu'il y a sur les bandelettes. Ouais, donc en plus d'être plus efficace pour les enfants, ça a aidé les parents à accompagner leurs enfants. Ouais, exactement. Et ça, j'y avais pas pensé au départ. Et c'est vrai que, finalement, quand on y pense, quand on interroge notre enfant, moi j'ai 2 filles, je vais prendre mon cahier, je vais prendre leur cahier d'histoire. Et puis, c'est vrai que je vais leur poser des questions dessus. Je vais pas leur dire, récite-moi la leçon. Mais peut-être que c'est ce qui manque parfois dans certaines familles. Ok, donne-moi le cahier. Le problème, c'est que nous, on voit bien dans notre milieu à nous qui est très défavorisé, on a 75% des familles qui sont en situation défavorisée, un taux de chômage qui est important, beaucoup de parents qui sont à la retraite aussi, donc on a des personnes qui sont aussi d'un certain âge. Eh bien, des fois, ils prennent le cahier et puis, je sais pas quoi te dire, récite-moi ta leçon. Et donc, finalement, là, avec cet outil-là, c'est un outil clé en main pour eux. Ils ont les questions, ils posent les questions. Et puis, quand l'élève ne sait pas, ils regardent en dessous, ils lisent finalement la réponse avec eux. Alors ça, c'est pour uniquement des connaissances. On peut pas leur faire, par exemple, récite-moi le théorème de Pythagore ou des choses comme ça, enfin, appliquer. Ça, c'est plus compliqué. Donc là, on est aussi dans cette limite-là de ces bandelettes. Hein. Mais c'est déjà un début. Et comme je disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est aussi d'évaluer. Est-ce que ça fonctionne ou pas, ça? Donc moi, j'ai évalué cette pratique donc dans ma classe et mes collègues m'ont autorisé à tester aussi pour 4 autres classes. Donc comment ça s'est passé? En fait, donc en accompagnement personnalisé, on fait cette stratégie-là, donc une fois par semaine. Et puis une fois par mois, je prends 10 questions au hasard parmi les bandelettes. Je leur donne un contrôle surprise, ils ne sont pas au courant, donc pas forcément juste après avoir révisé, hein, vraiment en plein milieu de la semaine. Et ce contrôle-là, je le donne aux 4 autres classes aussi de 6e. En sachant qu'avec tout ce que je fais, j'ai un petit peu plus de retard par rapport à mes collègues. Mais mon idée, c'est de faire moins mais mieux. C'est-à-dire, ça sert à rien d'aller vite si en fait finalement ils oublient tout au fur et à mesure. Ils oublient. Finalement, ils oublient et puis ils comprennent pas. Donc je préfère faire moins mais me dire, ok, ça c'est bon, allez, on met le paquet, on apprend bien. On apprend bien, on révise bien, on comprend bien, on essaie de pas tomber dans les pièges. Donc, on a testé ça une fois par mois. Donc plus on avançait dans l'année, plus il y avait de questions. Donc je suis arrivé à la fin de mon année de 6e entre 80 et 90 questions. Donc des essentiels pour moi, vraiment pour le passage en 5e. Et donc, dans ma chronique là, j'avais une moyenne entre 6 et 7 sur 10.
Dans les 4 autres classes de 6e, on était à une moyenne entre 2 et 3 sur 10. Ils avaient oublié C'est la courbe de entre-temps. l'oubli. Ouais, c'est la courbe de l'oubli. Et ça, en tant qu'enseignant, on le voit tous, hein, aux fins d'année, il suffit de refaire un contrôle pour se dire, mais vous avez tout oublié, c'est pas possible. Et là, je me dis, entre 6 et 7. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que les bons élèves restent bons, ça c'est clair. C'est vraiment le ventre mou qui a vraiment bien progressé. Et puis pour les élèves qui sont en très grande difficulté, là, il faut autre chose. Il y a souvent des problèmes d'absentéisme. Et là, il faut plus que ces bandelettes, plus de choses, plus d'accompagnement, davantage personnalisé. Mais c'est déjà un début. Ouais. J'aimerais revenir sur l'histoire des bandelettes parce que j'ai plein de questions. Moi, avec les collégiens que j'accompagne, mais en dehors du collège, je leur propose de faire des flashcards. Donc, ce que vous disiez, sauf que c'est pas à gauche à droite, c'est recto verso, pour pas qu'ils aient tendance à lire la réponse avant d'avoir pris le temps de la chercher. Mais ce que je remarque, c'est que ils ont du mal à créer leur propre flashcard. Donc, je me dis que l'histoire des bandelettes, ils seront peut-être plus motivés parce qu'il y a moins à écrire. Ils n'ont déjà pas besoin de réécrire le verso, puisqu'ils auront que le recto à faire, la bandelette jaune. Donc voilà, le fait que ça soit sur le cahier, ça me semble vraiment plus judicieux, parce que c'est pas un autre outil qui est à côté. Oui, alors moi, les flashcards, je les utilise aussi. Par contre, c'est très compliqué pour les élèves d'écrire les questions. Ouais, c'est pour ça qu'il faut les accompagner. C'est-à-dire que, alors là, c'est en 6e, j'ai un peu plus de temps. Mais si j'ai une classe de 3e, c'est vrai que là, il faut que j'utilise la fiche de mémorisation active parce qu'il y a beaucoup plus de choses. Par exemple, mes collègues d'histoire me disent on n'a pas le temps de faire ça. Et je les comprends tout à fait. J'ai vu une coni-classe dans l'académie où, en fait, ils écrivaient les questions en cours, carrément. Bon, bah voilà, on va répondre à cette question-là. Et en dessous, ils mettaient la réponse. Et ils mettaient en fluo, en fait, la question. Comme ça, les élèves, quand ils regardent leur cahier, ils ont le but global, ils voient en fait les questions en fluo. J'ai trouvé cette idée-là pas trop mal. Alors, la réponse n'est pas cachée, hein. Elle est juste en dessous. Après, c'est aux élèves avec leurs mains, par exemple, de cacher. Donc oui, les flashcards, oui, c'est une très bonne idée parce que les flashcards, à la différence des bandelettes, c'est qu'on peut faire, on prend le tas de cartes, on regarde, donc on est pareil, hein, dans l'attention, on se teste, etc. Et quand on se tait, on le met à droite, quand on se tait pas, on le met à gauche. Et là, on a notre tas, par exemple, à gauche, on sait que ce tas-là, en fait, j'ai pas réussi, qu'on peut pas faire avec les bandelettes de mémorisation. Donc c'est aussi une autre stratégie qui est aussi intéressante. Et en plus, avec les flashcards, on peut aussi, alors on a un recto verso, mais on peut créer des flashcards où on a une question d'un côté, mais la réponse, en fait, peut aussi servir de question. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, si je mets 3,5 mètres égale en centimètres, je retourne, je peux mettre la réponse dans les centimètres et ne rien mettre dans les mètres. Vous voyez ? Donc, ma question peut être recto verso, en fait. Ça marche pas pour tout, hein. Oui. Enfin, ma flashcard peut être recto verso. Ça marche pas pour tout, mais oui, ça a aussi des avantages. Mais il faut les aider pour créer les questions. Oui. Et c'est ça. Les questions en début d'année, est-ce que vous voyez vraiment une différence avec les 6e entre le début de l'année et la fin d'année par rapport à leur capacité à créer les questions par eux-mêmes? Ah oui, complètement. Au début de l'année, ils savent pas, en fait. Ils se disent qu'est-ce que je vais créer comme question. Et puis à force de les aider avec eux, ça vient naturellement. Et je vais même dire, en fin d'année, ils sont un peu en avance par rapport à moi pour les meilleurs élèves au moment de mettre les bandelettes. Ils voient bien, ah bah ça, la définition, bah oui, on n'a pas arrêté de le dire. Donc ils savent déjà, on va coller la bandelette, ils savent déjà que là derrière, il va y avoir une question. Donc ils sont en avance. Par contre, ce qu'ils n'ont pas, c'est que je mets bien les essentiels. C'est-à-dire que des fois, ils me disent, ah bah ça paraît important. Puis en fait, je dis, non, en fait, finalement, c'est pas si important. Ça englobe cet élément-là qui est plus important, mais c'est pas un essentiel vraiment pour moi. Et c'est là où je me dis, peut-être que dans les années à venir, peut-être l'améliorer peut-être pour des plus forts, en fait, finalement, leur dire, rajoutez ces questions-là pour vous. Différencier le nombre de bandelettes ou les questions sur les bandelettes en fonction de leur niveau. Oui. Avoir pour moi vraiment des essentiels, et puis pour des élèves plus forts, oui, rajouter ces questions-là. Une autre chose que j'ai pas dit aussi, c'est que on sait par exemple que un élève peut très bien avoir la réponse dans sa tête, mais qu'il parfois il lui manque un petit indice. C'est-à-dire qu'il l'a sur le bout de la langue, et en fait il lui manque un petit truc. Et donc par-dessus, donc au niveau de ces bandelettes, tout au bout, en repliant un petit peu, si l'élève ne sait pas, des fois on rajoute des indices. Donc, par exemple, si je prends souvent cet exemple-là de la médiatrice. Ok, qu'est-ce qu'une médiatrice? Voilà.
ils savent pas du tout, bah, ils vont déplier tout au bout. Donc il y a une petite partie qui est pliée, donc ça se voit. Hein. Ils déplient et là ils ont la figure. Donc ils ont un segment et puis ils ont bien la droite qui passe par le milieu qui est perpendiculaire. Et donc rien qu'en regardant ça, ils se disent ah mais oui, une médiatrice c'est un segment qui passe par le milieu qui est perpendiculaire. En leur disant bien attention, là tu t'es aidé d'un indice. L'idée c'est que par la suite tu ne regardes pas ce petit élément. C'est ce qu'on appelle un indice de rappel, c'est ça? Oui, c'est ça, un indice récupérateur, oui. Voilà, oui, c'est l'indice qui va permettre de redire la définition. Comme si elle était sur le bout de notre langue, mais on n'arrive pas non plus à le dire. Et en voyant la figure, hop, ça y est, ça revient. Exactement. Et ce que la recherche dit, et c'est ça qui est, enfin, je trouve vraiment passionnant, c'est-à-dire que avec la technologie qu'on a, on s'aperçoit de certaines choses dans le cerveau qu'on ne peut pas voir, nous, en tant qu'enseignants, devant les élèves. C'est-à-dire qu'un élève qui n'a pas la réponse, mais qui fait l'effort d'essayer de réfléchir à la réponse, en fait, il va déjà créer son chemin, finalement, de neurones. Alors qu'un élève qui va dire tout de suite « non, je ne sais pas », bon, bah, le chemin ne va pas se créer. Mais un élève qui n'a pas la réponse, mais qui a tenté, eh bien, il a créé un chemin. Comme dirait Steve Mason, il y a peut-être un peu de mousse sur ce chemin et il s'égare, en fait, finalement. Il n'arrive pas à trouver la sortie du chemin. Mais en lui donnant un petit indice, hop, la mousse, on la retire et là, il va tracer son chemin. Et donc, même s'il n'a pas la réponse, mais qu'il a fait l'effort et qu'à la fin, on lui donne la réponse, eh bien, on a débloqué quand même, débloqué quand même le chemin. Et ça, je trouve qu'en tant qu'enseignant, bah, ça donne beaucoup d'espoir. Et c'est là où c'est important d'expliquer le fonctionnement du cerveau aux élèves et leur dire fais l'effort, réfléchis, parce que tu es en train de le tracer ce chemin. Moi, je l'explique comme ça aux élèves. Il faut vraiment avoir des mots très simples, même si peut-être que s'il y a des scientifiques qui m'écoutent, qui vont dire mais non, c'est pas exactement ça. Mais il faut vraiment qu'on vulgarise vraiment. Et cette métaphore, déjà les métaphores sont pertinentes pour comprendre les notions un peu abstraites ou difficiles. Et la métaphore de la forêt, oui, Steve Masson l'utilise souvent. Et moi, je l'utilise aussi maintenant avec les enfants pour les tables de multiplication. Je leur dis, l'oubli est là et si tu veux tracer ton chemin dans la forêt, bah, il faut que tu te testes avec tes flashcards plusieurs fois dans la semaine. C'est pas on le fait une fois ensemble et ça y est, tu les connais par cœur. Ça marche pas comme ça. Alors justement, ça va revenir peut-être sur quelque chose dont on va parler, où j'ai une petite chaîne YouTube où je mets en place des petites capsules vidéo à destination des élèves pour leur faire comprendre ces mécanismes-là cognitifs. Et justement, la dernière capsule qui est sortie, c'est lié au fonctionnement de la mémoire comme une marche en forêt. Donc c'est 3-4 minutes et ça reprend un petit peu l'image que Steve Mason explique dans ses conférences. Donc c'est une capsule qui permet d'aider au départ à avoir des échanges avec les élèves. Ça dure quelques minutes et puis ensuite on en parle entre nous puis on reprend le cours. D'accord. Et par rapport à tout ce que vous faites en classe avec le 6e, j'ai cru comprendre que vous utilisez une application Quizlet. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment ça fonctionne, comment vous l'utilisez? Oui. Alors, Quizlet, j'utilise l'application, la partie qui est gratuite. Il y a une partie gratuite, une partie qui est payante. Donc pour ceux qui nous écoutent, rien qu'avec la partie gratuite, on peut déjà faire beaucoup de choses. La grande différence avec la partie payante, c'est que les élèves se connectent avec un code et un mot de passe et on peut suivre ce qu'ils font. Mais déjà avec la partie gratuite, c'est pas mal. En fait, dans Quizlet, ça permet d'insérer les questions et les réponses. Donc, lorsque les élèves écrivent les questions et les réponses dans le cahier, ensuite, lorsqu'ils s'interrogent, moi, sans leur dire, enfin, ils le savent maintenant, mais je vais dans l'application Quizlet et j'écris les questions qu'on a créées avec les élèves avec les réponses. Donc, cette application-là enregistre toutes les questions et les réponses. Elle permet de créer les flashcards. Elle permet de créer une fiche de mémorisation active. Une remarque, on a accès aussi à l'ensemble des fiches Quizlet de toutes les personnes. C'est-à-dire que par exemple, moi je peux très bien créer un Quizlet sur les tables de multiplication, mais je sais qu'il y en a déjà quelqu'un en France qui l'a déjà créé. Donc j'ai plus qu'à faire rechercher table de multiplication et puis de l'avoir. Alors comment ça fonctionne? Il y a plusieurs façons. La première, par exemple, quand je mets en marche Quizlet et que je travaille avec la classe au complet ou la moitié de classe, les questions peuvent s'afficher au hasard. Donc on travaille vraiment, une chose que je n'ai pas dit, c'est qu'on travaille tous les essentiels depuis le début de l'année, quand les élèves s'interrogent. Et c'est là aussi une autre vision que j'avais pas avant, c'est que souvent je faisais mon chapitre, contrôle, on passe à un autre chapitre, contrôle. Que là en fait j'ai vraiment une vision globale. Donc on reprend tout vraiment depuis le début de l'année. Donc Quizlet affiche des questions au hasard, et puis après j'interroge les élèves, et puis on peut voir la réponse. Donc ça, voilà une première façon de fonctionner. Une deuxième façon de fonctionner, c'est Quizlet en groupe.
qu'on appelle Quizlet Live. J'adore cette application. C'est-à-dire que j'ai la chance de disposer d'une valise de tablettes. Donc c'est pour ça que j'utilise vraiment quand on est en demi-groupe. Alors soit quand on est en demi-groupe, soit lorsque je divise ma classe en deux dans un mode en fonctionnement cerveau qu'on pourra parler après. Et donc, les élèves prennent la tablette, vont sur Quizlet. Moi, quand je mets Quizlet Live, il y a un code. Ils mettent le code que je leur donne. Et ensuite, je vois apparaître leur nom au tableau. Quand j'appuie sur démarrer, Quizlet crée des groupes. Donc, supposons qu'on a 4 groupes dans la classe. Ensuite, quand je démarre le jeu, chaque groupe, donc supposons qu'on a un groupe avec 4 élèves, les 4 élèves de ce groupe reçoivent la même question. Chaque élève dispose d'une série de réponses qui est différente des autres élèves du groupe. Et il n'y en a qu'un dans le groupe qui a la bonne réponse. C'est là c'est intéressant, c'est parce qu'ils ont la même question, mais parmi les 4 élèves dans le groupe, un seul a la bonne réponse, et donc ils sont obligés de discuter ensemble pour savoir, mais bon, alors au fait, une médiatrice c'est quoi? Alors qui est-ce qui a la bonne réponse là? Une fois que l'élève un élève a trouvé la réponse, il appuie et le groupe a un point. Et sur le TBI, on voit afficher l'avancée des groupes, le nombre de points des groupes. Donc il y a aussi un petit esprit, un petit esprit de compétition, en sachant que la difficulté, c'est que quand le groupe a faux à une question, il redémarre à 0. Donc ils ont vraiment intérêt à bien discuter, parce que s'ils sont arrivés à 9 points, 10 points, en sachant qu'il y a un total de 12 questions, il ne faut pas qu'ils se trompent, sinon ils redémarrent à 0. Et le premier groupe qui arrive à 12 a gagné. Donc là, on travaille vraiment la mémorisation, mais on travaille aussi ce qu'on appelle l'inhibition. Alors l'inhibition, ce sont des automatismes qu'il faut parfois freiner. Par exemple, en maths, si je prends l'exemple classique, le 4,5 et le 4,15, beaucoup d'élèves vont dire que 4,5, c'est plus petit que 4,15. Parce qu'ils ont appris avant que 5 était plus petit que 15. Donc là, il faut qu'on apprenne à bloquer cet automatisme-là, donc les freiner en fait, pour leur dire attention, il faut que tu utilises une stratégie qui consiste là, cette fois-ci, à ajouter un 0. 4,50 est plus grand que 4,15, parce que 50 est plus grand que 15. Donc là, on travaille ici dans l'inhibition. Et là, on est dans une inhibition parce que des élèves qui vont avoir la réponse trop rapidement et qui ont faux, je peux vous assurer que le groupe là, il va bien leur faire comprendre que on a faux là, hein. Donc attention, pose-nous la question avant d'appuyer, il faut qu'on se mette d'accord. Et là c'est un outil qui est vraiment très bien pour travailler en groupe, parce que la difficulté parfois de travailler en groupe, c'est faire en sorte que tout le monde travaille. Et du coup, j'ai une question qui me vient. L'inhibition, c'est quand on a tendance à répondre un peu trop vite et tomber dans le piège, tomber dans le panneau. Et le fait que Quizlet Live, il y a un peu cet esprit de compétition, il faut vite se dépêcher pour arriver aux 12 points. Est-ce qu'ils n'ont pas tendance, du coup, à répondre trop vite et à se faire avoir avec et à tomber dans le piège? Alors, au début, oui. Mais ils se font appeler à l'ordre par leurs camarades en disant mais attends, on va pas trop vite, pose-nous la question, on va vérifier ensemble. Et au début, oui. Au début, en fait, ils se parlent pas. Ouais. Au début, ils sont sur A4, puis ils appuient, puis en fait, finalement, ils se rendent compte que mais non, il faut vraiment une stratégie de groupe, d'équipe. Ouais. Et la coopération. Coopération. Et c'est là aussi où, alors, ils ont leur on peut utiliser un Quizlet, par exemple, pour les tables de multiplication, où là, c'est vraiment des connaissances pures. On peut utiliser ce Quizlet-là pour les questions qu'on a écrites sur les bandelettes. Et puis, on peut aussi utiliser, c'est là, nous, en tant qu'enseignants, des questions vraiment pièges, où il n'y a vraiment que des inhibitions. Et des vrais ou faux. Alors, c'est ce que je fais aussi, par exemple. Donc là, je vous ai beaucoup parlé des bandelettes de mémorisation, mais j'utilise aussi une autre stratégie au début de l'heure du cours qui s'appelle les feuilles de consolidation mnésique. Oui. Alors, ces feuilles de consolidation, donc tout au début de l'heure, en fait, j'ai 5 questions. Donc, comme tout à l'heure, comme je disais, j'affiche pour gagner l'attention, c'est une question à la fois. Donc, il y a une question, j'attends que la classe réponde, j'attends que la classe réfléchisse, et puis ensuite, j'interroge un élève. Et puis, on enchaîne comme ça. Ces questions-là, ça peut être des questions d'automatisation, donc de mémorisation, ça peut être des questions de compréhension ou des questions d'inhibition, justement, avec des vrais ou faux. C'est-à-dire que j'essaye de repérer en classe des erreurs que les élèves font souvent
Et puis, j'affiche une erreur parfois, puis alors, je leur demande, c'est vrai ou faux? Donc là, encore une fois, le but, c'est de freiner leur automatisme. Donc le 4,5 et le 4,15, par exemple, ça arrive très souvent. Et le répéter très souvent. Je fais aussi, par exemple, des intrus. C'est intéressant aussi d'avoir des intrus. Par exemple, si je mets rectangle, isocèle, carré, équilatéral, il faut qu'ils se disent dans leur tête, ah mais tout ça c'est les triangles, triangle rectangle, triangle isocèle, triangle équilatéral, sauf finalement le carré. Donc ils ont une réflexion derrière ça. Et j'utilise aussi le principe d'inhibition aussi avec un geste qui est tout simple, c'est-à-dire que pendant qu'ils sont en train de réfléchir, en fait, mon point est fermé. Donc j'affiche devant eux, devant les élèves, un point fermé. Le point fermé, ça veut dire qu'ils prennent le temps de réfléchir. Encore une fois, pour freiner les élèves qui vont trop vite, et aussi pour des élèves qui sont en difficulté. Parfois, il y a des élèves qui se disent, s'il y a déjà 5-6 mains de levée, à quoi ça sert de lever la main? À quoi ça sert de réfléchir? Donc, en ayant un point fermé, l'élève sait que de toute manière, je ne vais pas ouvrir mon point tant que je ne vois pas que la globalité, la très grande majorité de la classe, je vois bien qui n'ont pas répondu, ou qui sont encore en train d'écrire. Et une fois que je vois que pratiquement toute la classe a répondu, j'ouvre ma main, et là, ils peuvent lever la main, et là, j'interroge les élèves. Donc, on travaille ici aussi l'inhibition, le collectif. Alors, c'est un geste tout simple, qui peut être fait par tout le monde dans toutes les disciplines. Ouais. Et dans le prix chercheur en acte, j'ai évalué aussi cet impact. Parce qu'en fait, ce dispositif, parce que les 5 premières questions sont symétriques aux 5 autres suivantes. C'est-à-dire, supposons que la première question, c'est une comparaison, que la deuxième, c'est une définition d'un triangle, isocèle, etc., etc. Eh bien, la 6e question, donc qui est symétrique avec la première, ça sera une comparaison. Donc, quand on fait les 5 premières questions, je dis aux élèves, pour ceux qui ont faux, est-ce que vous avez compris pourquoi? N'oubliez pas, le demain ou l'après-midi, quand je vais les reprendre, n'oubliez pas la 6e question, ça sera quelque chose du même principe. Donc, si vous avez compris, normalement, vous devriez avoir bon. Et donc, j'ai repris toutes les feuilles de consolidation des élèves et j'ai mesuré l'impact de faire des questions symétriques. Et en fait, je me suis rendu compte que 32% avaient des meilleurs résultats en faisant de façon symétrique, 50% des questions étaient identiques et 19% avaient pour la deuxième série des résultats moins bons. En sachant qu'ils avaient des résultats moins bons, mais dans les 19%, les 2 tiers avaient déjà 5 sur 5. Donc forcément, ils ne peuvent pas faire mieux. Ils ont plus de malchance, on va dire, de descendre. Donc, puis je leur ai demandé, qu'est-ce que vous en pensez de cette technique-là? Est-ce que vous trouvez que ça bien que ça soit symétrique? Ils m'ont dit, oui, parce que comme ça, on sait, ça nous motive un petit peu, parce qu'on se dit, ok, j'ai eu faux, mais la prochaine fois, je vais faire attention. D'accord. Et vous avez cité quelques-unes d'étapes, mais j'aimerais bien que vous expliquiez aux auditeurs les 5 étapes. Donc moi j'ai noté mise au calme des esprits, feuille de consolidation, visualiseur, essentiel et disposition en mode cerveau. Si vous voulez bien nous parler de ces 5 étapes. Oui, alors c'est ce que j'ai mis dans le dossier chercheur en acte pour obtenir le prix intervention pédagogique et évaluation. Mon heure de cours, en fait, j'ai essayé d'avoir un rituel qui me permet de gagner du temps, mais tout en me disant qu'à l'intérieur de ces rituels, ça peut changer, en fait. C'est-à-dire que, quand j'arrive dans mon heure de cours, les élèves savent qu'on va démarrer, alors pas tout le temps, mais la plupart du temps, par une mise au calme des esprits. Donc ça, c'est une sorte de méditation laïque. C'est une des pistes des coniclasses, et encore une fois, c'est vraiment les sciences cognitives qui m'ont dit tiens, il faut mettre ça en place. Moi, s'il y a quelques années, on va même dire il y a 5 ans, 6 ans, si on m'avait dit qu'un jour je ferais de la méditation, donc là j'aurais dit non, mais je suis prof de maths, je ne vais pas faire de la méditation. Mais maintenant que j'ai compris ce qui se passe dans le cerveau, je me dis mais oui, et puis ça fait du bien pour les élèves, mais ça me fait du bien aussi parce que je le fais avec eux. On sait que les maths c'est anxiogène, et donc ça permet aussi de baisser un petit peu le rythme cardiaque, et puis c'est un temps que les élèves apprécient beaucoup, et des fois quand je me dis allez, là, je le fais pas, faut que j'avance dans mon programme. C'est les élèves eux-mêmes qui disent, mais si, monsieur, on fait pas de mise au calme. Je dis, allez, on le fait, on va le faire. Et puis, ce que je souhaite faire, alors ça fait 2 ans que je souhaite le faire, mais à cause du Covid, j'arrive pas. C'est-à-dire que je voudrais que ça soit les élèves, en fait, qui prennent la main sur ce qu'il faut dire pour faire cette mise au calme des esprits.
Donc il y a tout un protocole que vous pouvez retrouver sur science-cognitif.fr pour expliquer, détendez-vous, mettez-vous bien, inspirez, expirez, etc. Donc ça, c'est ce premier temps, mise au calme des esprits. Le deuxième temps, c'est cette feuille de consolidation, dont je viens de vous expliquer. Donc c'est un élément qui est très important pour moi, pour travailler l'automatisation, la compréhension, l'inhibition. Puis c'est quelque chose qui met les élèves dans l'action. Cette feuille-là, c'est pour eux. C'est-à-dire que je ne le ramasse pas. C'est pas noté. On est vraiment là aussi pour leur expliquer que ils ont besoin de se tester. C'est en se testant qu'on apprend le mieux. Et oui, on va se tester, mais je suis pas là pour vous évaluer, puisque c'est une feuille qui est pour vous. Je ne ramasserai pas, je ne noterai pas, je ne prends pas en compte. Enfin, je vais prendre en compte les résultats, mais c'est pas dans leur moyenne. Donc c'est vraiment pour vous, testez-vous. Donc c'est vraiment ce message-là que je fais passer à travers ces feuilles-là. Et ils sont même surpris en me disant mais ne mettez pas une note à la fin ou non, c'est vraiment pour vous. Donc cette feuille de consolidation. Le troisième temps, alors j'utilise un visualiseur. Un visualiseur, c'est une sorte de webcam sur pied qui coûte pas très cher. Hein. Il y a des visualiseurs qui coûtent entre 50 et 100 euros. Et puis ça permet d'afficher le travail d'un élève. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque heure, comme beaucoup de profs, on leur donne des devoirs. Et ce que je faisais au début, c'est que j'interrogeais un élève, l'élève venait au tableau et en fait, il recopiait ce qu'il avait fait sur son cahier. Je me suis dit, mais c'est peut-être parfois une perte de temps. Donc là, en fait, l'élève vient avec son cahier et puis il affiche avec la webcam ce qu'il a fait. On gagne du temps. Et en plus, je me suis rendu compte que les élèves amélioraient finalement la présentation de leur cahier. Parce que des élèves ont envie de montrer ce qu'ils ont fait. Donc, s'ils ont fait une belle figure géométrique, ils prennent un peu plus de temps pour la soigner, pour le colorier. Et donc, ils veulent montrer leur travail. Et puis moi, avec ce petit visualiseur, je peux capturer l'image et puis le garder aussi en mémoire pour moi avec mon cours. Et puis, une des premières choses que je fais aussi, ça maintenant les élèves ont bien compris, mais ils ont eu du mal au début, c'est leur dire qu'est-ce que le camarade a bien fait. Parce que souvent, la première chose qu'on a à faire, et même nous en tant qu'adultes, c'est critiquer. Ah, il n'a pas mis la phrase réponse au problème. Ah, mais il n'a pas fait ça. Ah, son schéma, il est moche. Mais non, il a fait un schéma, déjà. Donc, c'est qu'est-ce qui est bien dans ce qui a été fait. Donc, le côté positif. Puis après, on va corriger. Et pour aller plus loin dans ce visualiseur, je me suis rendu compte aussi que, donc en mathématiques, on fait des figures géométriques. On a des grands instruments de géométrie aussi en classe où on fait au tableau. Mais je me suis rendu compte qu'en utilisant les visualiseurs, il y avait un autre impact. C'est-à-dire que prendre vraiment les instruments de géométrie, le vrai compas que l'élève a, le vrai rapporteur, la vraie règle, et filmer par-dessus, alors c'est peut-être l'effet maintenant YouTube ou les tutos, les élèves ont une autre image. C'est-à-dire que je mélange un petit peu mes constructions avec mon grand compas, ma règle au tableau, et des fois, je le fais sur une feuille blanche, toute simple avec eux, je prends mon compas, ma règle, mon équerre, et je le fais. C'est là où je ne suis pas encore doué, parce que des fois, ils me disent, monsieur, on n'a rien vu parce que vous avez mis vos mains au-dessus de tout ce que vous avez fait. Alors, c'est un nouveau geste. Mais il y a une attention qui est un petit peu différente. Je ne sais pas encore comment le mesurer, je ne sais pas encore comment voir l'impact, mais oui, ça, je le fais de plus en plus. Et on a les vrais instruments, leurs instruments à eux. Donc voilà, donc le visualiseur. Et puis, ensuite, il y a le cours. Donc un cours... avant, je faisais beaucoup d'activités. Maintenant, j'en fais de moins en moins. Je vais directement à l'essentiel. Je trouve que ça passe mieux. Les activités, des fois, j'arrive moins bien. Donc, je vais plutôt directement à l'essentiel. J'utilise, par exemple, tout ce que les sciences cognitives disent, la double modalité visuelle et auditive. Donc, j'essaie d'alléger au maximum mon écran, de ne pas mettre plein d'informations. Vous savez, c'est comme quand on voit parfois une conférence et puis la personne affiche plein de textes, tout le programme, et puis en fait, finalement, à aucun moment il le lit. Et on sait que dans les sciences cognitives, on ne peut pas en même temps lire et puis entendre la personne. Ça ne fonctionne pas. Donc, j'essaye vraiment une image, je leur explique quelque chose. Et puis aussi, avant, j'ai oublié de dire, j'affiche l'objectif. Donc, avant, je le disais. Sauf que maintenant, je le note. Je le note et c'est tout le temps quelque part sur un endroit, tout le temps au même tableau. Tout le temps sur le tableau au même endroit. Bon, aujourd'hui, on va apprendre à tracer un triangle, connaissant les trois côtés. Mais je le marque. Et ça, je le laisse visible tout le temps, tant que j'ai pas changé d'objectif.
C'est-à-dire que l'élève qui, à un moment donné, s'évade, il ne sait plus où on est ou ce qu'on doit faire, il peut toujours se raccrocher à ça. J'utilise aussi ce qu'on appelle des chunks. Des chunks, ce sont des petits liens. Par exemple, pour résoudre un problème, dans le mot résoudre, le R, c'est relire, le E, c'est enquêter, le S, c'est schéma, le O, c'est opération, le U, c'est unité, le D, c'est détailler, le RE, phrase-réponse. Donc, on utilise beaucoup de petites choses comme ça. Alors, avant, j'aurais mis résoudre, j'aurais fait une carte mentale, résoudre au milieu, et puis j'aurais mis tout autour des branches, et puis j'aurais dit, voilà ce qu'il faut faire. Sauf que finalement, c'est compliqué pour les élèves de retenir tout ce qu'il faut faire. Alors que là, il y a un petit moyen mémotechnique pour retenir, en disant, ah, mais oui, pour résoudre, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on doit faire ces choses-là, et puis beaucoup, alors c'est peut-être mon travail un peu plus l'année prochaine, beaucoup plus, je leur parle de la petite image mentale, la petite voix qu'ils ont dans leur tête. De plus en plus, je dessine une bulle au tableau en leur disant, ah voilà, ça c'est votre cerveau, voilà ce qu'on doit faire. C'est-à-dire que, par exemple, si on doit faire le calcul 14 plus 12, quelque chose de tout simple, j'écris vraiment dans cette bulle 14 plus 12 en disant, voilà, vous devez avoir cette image-là. Et qu'est-ce qu'on fait après? On prend le 4 plus 2, et j'écris 4 plus 2, ça fait 6. J'efface le 4 plus 2. Voilà, on efface en fait finalement dans son cerveau ça. Après le 1 plus 1, ça fait 2. Du coup, le 14 plus 12, on l'efface. Et après, ça fait 2 ici, ça fait 26. Et ça de plus en plus, parce que je remarque que des fois, il y a des élèves qui sont en difficulté, mais en fait, ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'il y a à faire dans le cerveau. J'ai des élèves, si je leur demande qu'est-ce qu'une médiatrice, en fait, il ne se passe rien dans leur cerveau. Je leur dis, mais faites votre petite bulle, faites votre image mentale, essayez d'imaginer vraiment, c'est l'indice récupérateur qu'on a écrit dans la bandelette. Donc, imaginez ça, imaginez vraiment ça. Je leur dis, voilà, propriété, un rectangle, qu'est-ce que vous pouvez dire des côtés opposés? Imaginez vraiment le rectangle dans cette petite bulle. Ils sont comment les côtés opposés? Donc ça, je leur fais la bulle. Et de plus en plus, la petite voix, c'est l'image mentale, la petite voix que Jean-Philippe Lachaud, qui est expert au niveau de l'attention, dirait, la petite voix, vraiment, toutes ces petites questions qu'on se pose. Voilà, on a un problème. Quelles sont les informations qui sont importantes? Est-ce que ça, c'est important? Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Donc, voilà, j'utilise de plus en plus ces petites stratégies-là que je n'utilisais pas du tout avant de connaître les sciences cognitives. Donc, ça, c'est au niveau des cours. Et puis, après, tout à la fin, je divise ma classe en deux, ce que j'appelle le fonctionnement en mode cerveau. C'est-à-dire qu'il y a une moitié de la classe qui va utiliser les tablettes, et une autre moitié de la classe qui va aller tout au fond de la salle, et tout au fond de la salle, j'ai des grandes ardoises qui sont disposées sur un mur, donc ne sont pas accrochées sur le mur, sont juste sur une table posée sur le mur. Et donc, la première moitié de la classe qui va être sur les tablettes, ça va être pour automatiser. Donc, j'ai des petites applications en maths, Labomep par exemple, ça me permet de mettre des exercices là-dessus, et puis j'automatise, Matador pour le calcul mental. Donc, on automatise. Et puis, l'autre moitié de la classe qui va être... donc là, ils sont plutôt en autonomie. L'autre moitié de la classe va être avec moi au fond de la salle. Et puis, là, ils sont par binôme. Et ils ont des problèmes. Ils ont plein de problèmes. Donc, ils ont une feuille. Ils doivent résoudre un problème. Quand ils ont fini, ils viennent me voir. Et puis, je regarde avec eux. Donc, ils me disent ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont une explication. Et puis après, si c'est bon, je leur dis que c'est bon. Et puis, ils passent au problème suivant. Donc, et pourquoi en mode cerveau? Tout simplement parce que si on regarde la classe vue d'au-dessus, ceux qui ont automatisé, en fait, travaillent davantage l'arrière du cerveau. On sait que les mémoires à long terme sont plutôt situées à l'arrière du cerveau. Et ceux qui sont au niveau des tableaux, ils sont davantage dans la réflexion avec des problèmes. Et là, ils utilisent davantage l'avant du cerveau. Alors, c'est pas exactement ça, mais c'est plus facile à expliquer comme ça avec les élèves et puis avec les parents. Donc, fonctionnement tableau, tablette, fonctionnement en mode cerveau. Puis après, l'heure d'après, on inverse les groupes. Oui, et donc vous respectez pour chaque cours ce rituel avec les 5 étapes, et c'est à l'intérieur de à l'intérieur ça peut se passer différemment, le contenu va être différent, mais il y a toujours ce rituel avec ces 5 étapes. Oui, c'est ça. Oui. Et par exemple, la feuille de consolidation, des fois elle me sert pour travailler des prérequis. Je vois avant les vacances, je sais que je vais faire des problèmes sur les durées, j'ai fait des feuilles de consolidation. Les feuilles de consolidation, c'était sur les durées. Transformez-moi 120 secondes en minutes, après 150 secondes en minutes, parce que je sais que je vais en avoir besoin.
Et donc, quand je vais les retrouver, j'espère après les vacances, lorsqu'on ira sur les feuilles, sur les problèmes, ça va être des problèmes avec les durées, les additions, les soustractions de durée, mais on aura déjà travaillé depuis un mois, en fait, des prérequis, des petites choses qu'ils ont déjà eu un petit peu en mémoire. Et si ce confinement dure, ça va tout ça perturbe toute votre organisation en classe, j'imagine, le fait de ne plus être en classe avec les élèves? Ah oui. Non, moi j'ai qu'une hâte, c'est de les retrouver, hein, rien que tel que le présentiel. Hein. Le distanciel c'est bien, mais ça a ses limites. Oui. D'accord. Et merci beaucoup Jérôme. On va terminer avec les 3 questions habituelles, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter que j'aurais oublié de vous demander. Non, faut vraiment oser, tenter, expérimenter. C'est vraiment ça la clé. Tenter à plusieurs. Et puis si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Mais il faut pas rester dans un état peut-être un peu défaitiste. Si j'ai peut-être un coup de gueule à donner, on va dire. C'est peut-être ça parfois. Des collègues qui peuvent être en salle des profs en train de râler après les élèves parce qu'ils n'ont pas appris, parce qu'ils n'ont pas fait ça. Je me dis, mais si on se met à leur place, parfois, c'est pas toujours évident. Et dans les formations, je fais ça, c'est-à-dire que avec les collègues, le matin, je leur parle de plein de choses. Et je prends un temps pour faire une minute de mémorisation. Donc, une minute de mémorisation, c'est quoi? C'est un temps où, voilà, je leur laisse une minute. Ça, c'est important. Retenez-le. Et l'après-midi, tout de suite à 14h, dès qu'ils reviennent après manger, hop, tout de suite des questions. Et là, en fait, ils se rendent compte que c'est pas facile. Pourtant, je leur dis, mais vous l'avez vu il y a 3 heures, vous l'avez vu il y a 4 heures, je vous l'ai dit, vous n'avez pas écouté ce matin. Et je leur fais comprendre qu'effectivement, on leur fait faire parfois la même chose aux élèves, mais biologiquement, c'est normal. On a une courbe de l'oubli, ça diminue très rapidement. Et par contre, si on prend un focus sur un élément, oui, là, on va s'en souvenir, parce qu'ils me disent qu'effectivement, la question où on a passé une minute de mémorisation, en général, ils arrivent mieux à le dire. Et je leur dis, voilà, parfois, il ne faut pas forcément toujours blâmer les élèves. Si on comprend comment le cerveau fonctionne, on se dit, ah mais oui, voilà, il a fait cette erreur-là parce qu'il est tombé dans ce piège-là. Ou bien ça, il s'en souvient plus. Oui, mais c'est parce qu'on l'a pas revu depuis très longtemps. C'est pas grave, on va rafraîchir la mémoire. On va refaire, on va se retester. Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est vraiment avoir une vue d'ensemble optimiste, quoi. On peut y arriver. On peut y arriver avec des bons outils, des bonnes méthodes. Et est-ce que vous auriez une citation à partager avec les auditeurs? C'est une phrase que je dis très souvent aux élèves, en formation aussi, c'est le connais-toi de soi-même. Ce que je disais avant, hein, bien se connaître, apprendre à apprendre, réfléchir à sa réflexion. De plus en plus, c'est vraiment les questions auxquelles je me pose. Pourquoi est-ce qu'on est tombé dans ce piège-là? Toute la partie des biais est vraiment super intéressant, que je connaissais vraiment pas. Voilà, vraiment apprendre à se connaître pour utiliser les meilleures méthodes. C'est un peu ce que je dis aux élèves, si vous voulez apprendre à pagayer, mais vous prenez une raquette de tennis, vous pourrez faire autant d'efforts que vous voudrez, mais si vous n'arrivez pas à avancer, oui, mais c'est parce que vous avez utilisé une mauvaise méthode. Donc, allez, ensemble, on va essayer de trouver la bonne pagaie. La bonne pagaie que la recherche nous dit, celle qui pourra rentrer dans l'eau le plus facilement, celle qui pourra vous faire avancer le plus facilement dans l'océan des connaissances que vous avez. Et le canoë, c'est votre cerveau. C'est ça. Donc, trouvez les bonnes méthodes en lien avec la façon dont vous êtes créé, la façon dont le cerveau est créé, et puis vous avancerez plus vite, vous avancerez plus loin, et petit à petit, nous qui sommes à côté de vous pour apprendre à avancer avec les parents, petit à petit, on va vous laisser tout seul en autonomie, et ça, c'est ce qu'on appelle grandir, apprendre à grandir. Et ce qui est génial, je rebondis sur ce que vous dites, c'est que vous prenez du temps pour ce travail de mémorisation en classe. Vous leur dites pas allez, apprenez cette leçon, apprenez ça, et vous devez le savoir. Vous leur donnez en fait les stratégies de mémorisation. Et c'est ça qui fait toute la différence. On prend du temps en classe pour mémoriser, alors qu'avant, c'était vraiment laissé à la maison, la partie mémorisation. On leur apprend des stratégies, on leur apprend des techniques que les chercheurs nous expliquent et on essaie de le mettre en place en classe. C'est important parce que les enfants à la maison n'ont pas forcément aussi tous les moyens pour apprendre, pour mémoriser. Nous, on a des familles parfois très nombreuses. S'ils sont à 3 à 4 dans la chambre, on sait que
voilà, il faut être dans un endroit qui est calme. Ils peuvent pas être dans un endroit qui est calme. Il faut se faire interroger, mais peut-être ils peuvent pas se faire interroger par papa, maman. Donc oui, prendre du temps en classe pour mémoriser, ça me paraît maintenant important. Pas tout, mais oui. Et on va terminer avec un livre que vous aimeriez partager. Alors, si je peux en prendre 2. Allez-y. Il y a le livre de Jean-Luc Berthier sur apprendre au niveau de la mémorisation, au niveau du cycle 3 et cycle 4. Apprendre à mieux mémoriser. Voilà, Apprendre à mieux mémoriser, qui est un livre formidable fait par Jean-Luc Berthier et puis Frédéric Guilleret, qui donne beaucoup de pistes à la fois théoriques et pratiques. Donc oui, c'est un livre vraiment que je conseille, avec le magistère qui est associé à la mémorisation. Et puis l'autre livre, c'est le livre de Jean-Philippe Lachaud, que j'ai dévoré, qui s'appelle La magie de la concentration. C'est l'histoire d'un chercheur qui explique à un enfant comment essayer d'être un peu plus attentif, des stratégies de l'attention. Déjà, qu'est-ce que c'est que l'attention? Comment fonctionne l'attention? C'est un peu ce que j'essaie de faire en classe avec les élèves sur la mémorisation, l'attention, vraiment le travail de métacognition, l'esprit critique qui est important. On n'a pas beaucoup parlé, mais c'est très important à une époque où on a des réseaux sociaux, à une époque où on a plein d'informations. Faire le tri entre toutes les informations, leur expliquer que il faut faire attention justement à leur attention, faire attention, prendre soin de leur cerveau. C'est leur outil de travail. C'est une machine extraordinaire. Et puis ce qu'il apprend, ça dépend de ce qu'ils ont autour d'eux, ça dépend de ce qu'ils en font. Voilà. Et merci Jérôme, bravo pour votre engagement et merci d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui. Merci à vous, merci de m'avoir invité et puis à une prochaine fois peut-être. Si ce podcast vous a plu, je vous rappelle que je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. À la semaine prochaine!